Le son strident du réveil déchira le silence de la chambre à 5h30 du matin. Raphaël Mercier ouvrit les yeux et, un bref instant, oublia où il se trouvait. Le lit king size, les draps en lin égyptien, les rideaux occultants qui bloquaient toute trace de lumière. Tout semblait étrange, comme s'il était un visiteur dans sa propre maison. Il se leva machinalement, comme il le faisait chaque jour depuis 2 ans, et se dirigea vers la salle de bain en marbre de Carrare, qui ressemblait plus à un spa d'hôtel 5 étoiles. Dans le miroir, un homme de 42 ans le dévisageait. Des cernes profonds, des cheveux noirs commençant à grisonner sur les tempes, une expression en permanence fatiguée. Raphaël Mercier, PDG de TechVision France, une entreprise technologique évaluée à 3 milliards d'euros, l'un des entrepreneurs les plus prospères de Paris. Dans Forbes, dans les Échos, dans tous les classements de richesse et de pouvoir. Mais quand il se regardait dans le miroir, tout ce qu'il voyait était un homme vide. Il s'habilla en pilote automatique. Costume Hugo Boss gris anthracite, chemise blanche italienne, souliers anglais sur mesure. La cravate bleu marine fut choisie sans réfléchir. Il descendit les escaliers de son hôtel particulier à Neuilly-sur-Seine, l'une des communes les plus exclusives de la région parisienne, où chaque demeure valait plus de 10 millions d'euros. Ses filles dormaient encore. Elles dormaient toujours quand il partait, et dormaient déjà quand il rentrait. C'était la routine depuis des mois. Dans la cuisine d'architecte équipée d'appareils électroménagers importés qui coûtaient le prix d'une voiture citadine, il trouva le café déjà préparé par l'employé qui arrivait à 5 heures du matin. Il le but rapidement sans le savourer tout en consultant ses emails sur son téléphone. 63 nouveaux messages depuis la veille au soir. Une réunion dans une demi-heure avec des investisseurs japonais, une visioconférence avec la filiale de New York à 10 heures, un déjeuner avec l'équipe du Capital Risque à 13 heures, puis d'autres réunions jusqu'à 21 heures. Il ne monta pas voir les filles, il ne montait jamais. C'était mieux ainsi, se disait-il. Elles étaient mieux sans lui, sans avoir à supporter le souvenir constant qu'il ravivait par sa simple existence. Le chauffeur attendait déjà dans le garage avec la Mercedes noire. Raphaël monta dans la voiture et se plongea dans les rapports financiers, bloquant toute pensée qui ne concernait pas le travail. Les embouteillages sur le périphérique lui prenaient 3 heures de sa journée. Il utilisait chaque minute pour travailler, appeler, négocier. L'entreprise était devenue plus qu'une affaire. C'était son refuge, son anesthésiant. La seule chose qui avait encore un sens dans un monde qui s'était effondré 2 ans plus tôt. Depuis que Marianne était partie dans ce terrible accident sur le périphérique, un mardi soir pluvieux, alors qu'elle revenait de chercher les jumelles à l'école. Les filles avaient survécu sans une égratignure. Marianne n'avait pas eu la même chance. Raphaël repoussa cette pensée avec la même violence qu'il le faisait chaque jour. Le travail. Se concentrer sur le travail. Sur les tableurs, les chiffres, les projections de croissance. Là, il avait encore le contrôle. Là, les choses avaient encore un sens. Au bureau, un immeuble de verre de 20 étages à la Défense, il accomplit son marathon quotidien. Réunions, décisions, encore des réunions. Il approuva un investissement de 50 millions pour l'expansion, conclut un partenariat avec une start-up d'intelligence artificielle, négocia âprement avec les fournisseurs. À 16 heures, son assistante, Patricia, entra dans le bureau avec une expression préoccupée. « Monsieur Mercier, vous avez cette réunion à Orléans à 18 heures. L'hélicoptère est confirmé. » Raphaël regarda l'écran de son ordinateur puis la pile de contrats sur son bureau. Encore une soirée dehors. Encore une journée sans voir ses filles éveillées. Il était sur le point de confirmer quand quelque chose d'étrange se produisit. Une sensation dans sa poitrine, comme un serment, une voix qui murmurait de ne pas y aller. Il n'écoutait jamais ses intuitions. C'était un homme de données, de logique, de raison. Mais cette voix insistait. « Annulez la réunion, Patricia, reportez-la à demain. Je vais travailler de la maison aujourd'hui. » L'assistante écarquilla les yeux manifestement surprise. En 2 ans, Raphaël n'avait jamais annulé une réunion importante, mais elle hocha simplement la tête et sortit pour passer les appels nécessaires. Raphaël prit son ordinateur portable et quelques documents, prévint son chauffeur et à 17 heures, il était en route pour la maison. 1 heure plus tôt que d'habitude. Dans les embouteillages, il sentit une anxiété croissante, comme s'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Il arriva à l'hôtel particulier à 18h15. Le soleil d'hiver parisien commençait déjà à se coucher,
teintant le ciel d'orange et de rose. Il entra par la porte principale, silencieusement comme toujours. La maison était trop grande, trop moderne, conçue par un architecte célèbre avec beaucoup de verre et de béton apparent. Marianne avait choisi chaque détail, chaque meuble. Parfois, Raphaël avait envie de tout vendre et de déménager, mais il savait que ce serait effacer les dernières traces d'elle. C'est alors qu'il entendit une voix féminine, douce, qui chantonnait. Ce n'était pas une chanson connue, c'était une simple comptine de celle que l'on chante aux enfants. Raphaël s'arrêta dans le hall d'entrée, le cœur s'accélérant sans raison apparente. La voix venait du grand salon. Il marcha lentement, silencieusement, en s'approchant. Ce qu'il vit à travers la porte entr'ouverte le figea sur place. Au centre du vaste salon, sur le tapis persan qui avait coûté une fortune, la nouvelle nounou était agenouillée par terre. Elle portait une simple robe en coton bleu clair et chaussait encore les gants en caoutchouc jaune qu'elle utilisait pour le ménage. Ses cheveux bruns étaient attachés en un chignon lâche, quelques mèches folles encadrant un visage simple, sans maquillage marqué par le soleil et le travail. Elle avait les mains jointes en prière et les yeux fermés. Mais elle n'était pas seule. Face à elle, également agenouillées, les petites mains jointes de la même manière se trouvaient Laura et Louise, ses filles jumelles de 3 ans. Le cœur de Raphaël s'arrêta, non pas à cause de la scène de prière en elle-même, mais à cause de l'expression sur les visages des filles. La paix. Une paix absolue, sereine, qu'il n'avait pas vue depuis 2 ans, depuis avant l'accident, depuis l'époque où Marianne était encore avec elle. Raphaël se cacha derrière la porte, le corps tremblant. Il sentit ses jambes flageoler et dut s'appuyer sur le montant. Il ne voulait pas interrompre ce moment. Il n'osait pas, comme si le moindre de ses mouvements pouvait briser un sortilège précieux et fragile. « Amen », dit la nounou, avec son accent chantant de la Creuse, où chaque voyelle sonnait différemment. Les filles répétèrent, leur petite voix fluette résonnant dans le salon. « Voilà mes petits anges », dit la nounou en ouvrant les yeux. « Maintenant, on a parlé au bon Dieu et à votre maman. » Laura, la plus timide des deux, celle qui n'avait pas parlé depuis des mois, qui ne faisait que pointer du doigt quand elle voulait quelque chose, ouvrit les lèvres. Raphaël retint son souffle. « Maman, maman est au ciel. » La voix était rauque, déshabituée. « Oui, mon amour, elle est là-haut, elle vous regarde tout le temps, fière des jolies petites filles que vous êtes. »« Elle peut nous entendre ?» insista Laura et des larmes perlaient dans ses petits yeux bruns. La nounou attira la fillette dans une étreinte serrée. « Bien sûr qu'elle peut. Elle entend chaque mot, chaque rire, chaque fois que vous êtes sage. Et tu sais quoi d'autre ? Elle sourit quand elle vous voit heureuse. » C'est alors que Louise, la plus extravertie des deux, mais qui était devenue apathique et distante, se jeta dans les bras de la nounou. Et elle se mit à pleurer. Pas un pleur de caprice ou de comédie. Un pleur profond, de ceux qui viennent du plus profond de l'âme. Un pleur de manque, de douleur, de tout ce qu'un enfant de 3 ans ne sait pas exprimer. « Je veux ma maman », sanglota Louise en s'agrippant à la robe de la nounou. « Elle me manque tous les jours. » Raphaël sentit ses propres larmes commencer à couler sur son visage. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu ses filles exprimer cela? Tous les psychologues pour enfants qu'il avait engagés, toutes les thérapeutes spécialisés en traumatisme, personne n'avait réussi à faire parler les filles de Marianne. Elles s'étaient enfermées dans un cocon de silence et d'apathie. Et voilà que cette femme simple, une nounou sans diplômes universitaires, sans formation en pédagogie dans des institutions renommées, réussissait là où personne n'avait réussi. « Je sais, mon amour, je sais », murmura la nounou en berçant Louise dans ses bras. « Le manque, ça fait mal, ça fait très mal. Mais tu sais ce que ta maman t'a laissé? Elle t'a laissé son sourire, ce beau sourire que tu avais quand tu étais toute petite. Tu peux me faire ce sourire ?» Louise s'écarta un peu, essuyant ses larmes avec ses petites mains. Et puis, lentement, les coins de sa bouche se courbèrent vers le haut. Ce fut un petit sourire, hésitant, tremblant. Mais c'était un sourire, réel, authentique. Le premier en 2 ans. Raphaël ne put se retenir. Un sanglot s'échappa de sa gorge trop fort. Les 3 personnes dans le salon se tournèrent immédiatement dans sa direction. La nounou pâlit instantanément en le voyant là, des larmes coulant ouvertement sur son visage. Elle se leva d'un bond, retirant ses gants de ménage avec des gestes nerveux.
Monsieur Mercier, je ne savais pas que vous étiez arrivé. Je suis désolé, Sa voix était tremblante, ses yeux écarquillés de peur. Je n'aurais pas dû faire ça sans demander la permission. Je sais que ce n'est pas mon rôle d'enseigner la religion aux filles. J'ai juste pensé que... Mais je n'en avais pas le droit, vous allez me renvoyer et j'ai tellement besoin de ce travail, s'il vous plaît, pardonnez-moi, Arrêtez. La voix de Raphaël sortit rauque, étranglée par l'émotion. Il entra dans le salon, s'essuyant le visage du revers de la main. Les jumelles le regardaient avec cette expression qu'il connaissait si bien, distante, comme s'il était un étranger qui vivait dans la même maison. Cela faisait plus mal que tout. Il s'approcha de la nounou, qui semblait sur le point de s'évanouir de nervosité. « Comment vous appelez-vous déjà? Excusez-moi, je vous ai engagé il y a 3 semaines, et je ne connais même pas bien votre nom. Marie-Grâce, monsieur, mais tout le monde m'appelle Grâce. » Sa voix était basse, soumise. Elle regardait le sol, ses mains, n'importe où, sauf lui. Grâce. Raphaël prit une profonde inspiration. « Regardez-moi, s'il vous plaît. » Elle leva lentement les yeux. Ils étaient bruns, simples, honnêtes. Des yeux de quelqu'un qui connaissait la douleur, des yeux de quelqu'un qui connaissait la perte. Raphaël reconnut cela parce qu'il voyait la même chose dans ses propres yeux chaque matin. « Ne vous excusez jamais, dit-il, et sa voix tremblait. « Ne vous excusez jamais pour ce que je viens de voir. Vous avez fait quelque chose que 7 nounous avant vous, toutes avec des CV impeccables et des diplômes d'université prestigieuses, n'ont pas réussi à faire. Vous avez redonné le sourire à mes filles. La parole, la capacité de ressentir. » Grâce cligna des yeux confuse, les larmes commençant à se former. « Mais monsieur, je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste parlé avec elle, j'ai juste prié. » « Vous avez fait tout ce qu'il y a de plus spécial. » Raphaël regarda les jumelles qui observaient la conversation avec curiosité. « Nous devons parler. Ce soir, après que les filles seront couchées. C'est possible. »« Bien sûr, monsieur Mercier. Tout ce que vous voudrez. » Il hocha la tête et se tourna pour sortir, mais s'arrêta. « Et Grâce, merci. Du fond du cœur. Merci. » Ce soir-là, après que Laura et Louise eurent été mises au lit, après qu'il leur eut lu une histoire pour la première fois depuis des mois, sentant leur petit cœur battre contre le sien tandis qu'elle se blottissait contre lui, Raphaël descendit à la cuisine. Grâce était là, assise à la table en bois où les employés prenaient leur repas, les mains jointes, nerveuses. « Asseyez-vous ici avec moi, » dit Raphaël en tirant une chaise. « Et racontez-moi tout. Qui êtes-vous, Grâce? D'où venez-vous? Comment avez-vous réussi à atteindre mes filles quand personne d'autre n'y parvenait ?» Et ainsi, dans cette cuisine éclairée par la douce lumière des luminaires, tandis que Paris dormait au dehors, Grâce commença à raconter son histoire. Et Raphaël comprit qu'il venait de rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie pour toujours. Grâce regarda ses propres mains sur la table, des mains calleuses par le travail, les ongles courts et propres, sans vernis. Elle commença à parler d'une voix basse, empreinte de cet accent de la Creuse qui rendait chaque mot plus musical. « Je suis né dans un petit village de la Creuse, monsieur Mercier, dans une petite ferme encore plus à la campagne. Mon père cultivait des pommes de terre et du maïs, ma mère faisait de la couture pour les gens du coin. On n'avait pas grand-chose, mais on avait de l'amour à revendre. Nous étions 7 frères et sœurs, j'étais la 4e. » Elle sourit à ce souvenir. La maison était en pisé, le toit de chaume. En hiver, il pleuvait à l'intérieur, mais c'était à nous, vous savez, c'était notre petit coin de monde. Raphaël servit 2 verres d'eau et en poussa un vers elle. Grâce le remercia d'un signe de tête et but lentement avant de continuer. « Quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré Jean-Pierre Dubois. Il venait d'une ferme voisine, il travaillait avec son père au champ. Il était fort, travailleur, il avait un beau sourire. » Les yeux de Grâce brillèrent à ce souvenir. « On est tombé amoureux comme on l'est à cet âge, vous savez? Intensément, sincèrement. Mon père ne voulait pas au début, il me trouvait trop jeune. Mais Jean-Pierre a prouvé qu'il était un homme de parole. Il a demandé ma main dans les règles, il a parlé à mon père, il a promis de prendre soin de moi. Nous nous sommes mariés quand j'avais 18 ans. C'était une fête simple, à l'église du village, puis un bal musette dans la cour de la ferme de mes parents. Nous sommes allés vivre dans une petite maison que son père
nous a donné 2 pièces seulement, mais c'était à nous. Et j'étais heureuse, monsieur Mercier. Très heureuse. » Elle s'arrêta, la voix s'épaississant. « 1 an plus tard, Pierre est né. 2 ans après, Jean. Mes garçons. Mes fils. » Raphaël remarqua qu'elle utilisait le passé et sentit son estomac se nouer. Pierre était comme son père, brun, plein d'énergie. Jean était plus calme. Il aimait dessiner dans la terre avec un bâton. Ils étaient tout pour moi, monsieur. Tout. On n'avait pas d'argent, la vie était dure, mais quand je les regardais dormir, un de chaque côté, je me disais que j'étais la femme la plus riche du monde. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur le visage de Grâce. Raphaël resta immobile, respectant sa douleur. Pierre est tombé malade le premier. Il avait 7 ans. Ça a commencé par de la fièvre, des maux de tête, des vomissements. On a cru que c'était une grosse grippe. Je l'ai emmené au cabinet médical du village, mais il n'y avait pas de médecin ce jour-là. L'infirmière a donné un médicament pour la fièvre et a dit de revenir si ça ne s'améliorait pas. Sauf que ça a empiré très vite, monsieur. En 2 jours, il délirait, il avait la nuque raide. On a réussi à trouver quelqu'un pour nous emmener à la ville la plus proche, à l'hôpital. Là, ils ont découvert une méningite. Raphaël ferma les yeux un instant. Ils ont essayé de le sauver, ils ont vraiment essayé. Mais il était trop tard. Pierre, il est parti 3 jours plus tard. Il avait 7 ans. Grâce s'essuya le visage du revers de la main. Jean-Pierre et moi, on a failli devenir fous de douleur. Mais il y avait Jean, notre bébé, de 5 ans. On devait être fort pour lui. On a enterré Pierre au cimetière du village et on est rentré à la maison. Mais le cauchemar n'était pas fini. « Mon Dieu !» murmura Raphaël. 3 semaines plus tard, Jean a commencé avec les mêmes symptômes. Fièvre, vomissement. Cette fois, on n'a pas attendu. On l'a emmené directement à l'hôpital. Mais c'était la même chose, méningite. Ils ont tout essayé, monsieur Mercier. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais ça n'a pas suffi. Mon bébé, mon Jean, il est parti aussi à 5 ans. Le silence qui tomba sur la cuisine était lourd, dense. Raphaël sentit des larmes lui brûler les yeux. 2 enfants. Elle avait perdu 2 enfants. Après avoir enterré Jean à côté de son frère, j'ai voulu partir avec eux. J'ai voulu m'allonger par terre et ne plus jamais me relever. J'ai arrêté de manger, de parler, de vivre. Jean-Pierre n'allait pas beaucoup mieux. On était 2 morts vivants qui déambulaient dans la maison vide. On regardait les coins où ils jouaient, et c'était comme si le monde s'était arrêté. « Comment avez-vous survécu à ça ?» demanda Raphaël, la voix rauque. « La foi, monsieur Mercier. La foi nous a sauvés. » Grâce le regarda avec une intensité à laquelle il ne s'attendait pas. « J'ai toujours été catholique, mais c'était cette fois un peu par tradition, vous savez. J'allais à la messe parce que tout le monde y allait. Je priais parce que ma mère me l'avait appris. Mais après avoir perdu mes fils, soit je trouvais Dieu pour de vrai, soit je me perdais complètement. Et j'ai choisi de le trouver. J'ai commencé à aller à l'église tous les jours. Je récitais le chapelet, je parlais à Dieu, je me disputais avec lui aussi. Je demandais pourquoi mes garçons, pourquoi les 2, qu'est-ce que j'avais fait de si mal pour mériter ça. Et petit à petit, très lentement, j'ai commencé à sentir une paix. Une paix qui n'a pas de sens, qui n'est pas logique, mais qui existe. J'ai commencé à croire que mes garçons étaient dans un meilleur endroit, sans douleur, sans souffrance, et qu'un jour, je les retrouverais. Jean-Pierre aussi s'est raccroché à la foi. On priait ensemble tous les jours, matin et soir, et ça nous a maintenus en vie, monsieur. Ça nous a donné la force de continuer, mais on ne pouvait plus rester dans cette maison, dans ce village. Tout nous les rappelait, chaque coin, chaque arbre, chaque pierre du chemin. Raphaël comprit parfaitement ce sentiment. Alors on a pris une décision. On allait monter à Paris. Un cousin de Jean-Pierre vivait ici, il travaillait dans le bâtiment, il disait qu'il y avait du travail. On a vendu ce qu'on avait, ce qui n'était pas grand-chose. On a rassemblé un peu d'argent et on est venu. C'était il y a 5 ans. J'avais 27 ans, Jean-Pierre 29. Paris a été un choc, monsieur Mercier. La ville est si grande, si rapide, si différente de tout ce qu'on connaissait. Au début, on a cru qu'on avait fait une erreur. On est resté chez le cousin, dans une petite chambre exiguë dans une cité HLM à Saint-Denis. Jean-Pierre a trouvé du travail sur un chantier, payé à la journée. J'ai commencé à travailler comme femme de ménage, à nettoyer des appartements bourgeois, à laver le linge, à repasser. « C'était si différent de la Creuse ?» demanda Raphaël. « C'était un autre monde, monsieur.
Là-bas, à la campagne, on était pauvre, mais tout le monde était pauvre ensemble. Ici, on voyait la richesse énorme d'un côté et la pauvreté de l'autre. Je nettoyais des maisons qui faisaient la taille de toute la ferme de mes parents. Je voyais des gens jeter de la nourriture qui aurait pu nourrir une famille pendant une semaine. Mais je ne me plains pas, monsieur. Je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai obtenu ici. On travaillait dur, mais on gagnait plus que là-bas. On a réussi à louer une petite chambre juste pour nous petites, mais à nous. La vie s'améliorait doucement. Grace but encore de l'eau, la gorge manifestement sèche à force de parler. Jusqu'à ce qu'il y a 6 mois, l'accident arrive. Jean-Pierre travaillait sur un immeuble de bureaux dans le quartier de la Défense. C'était un grand chantier, 30 étages. Il travaillait au 25e étage. Un jour, il montait l'échafaudage extérieur, ces plateformes qu'ils utilisent pour travailler sur la façade. Sauf que quelque chose a mal tourné. Personne ne sait vraiment quoi. Une pièce mal fixée, un câble qui a lâché, l'échafaudage s'est effondré. Raphaël sentit son cœur s'accélérer. Il y avait 3 hommes sur l'échafaudage. 2 n'ont pas survécu à la chute. Jean-Pierre a eu de la chance, si on peut appeler ça de la chance. Il est tombé sur une bâche qui était tendue quelques étages plus bas. La bâche a amorti la chute. Ça lui a sauvé la vie, mais pas sa colonne vertébrale. Il est resté paralysé, dit Raphaël à voix basse. De la taille aux pieds. Les médecins ont dit que la moelle épinière avait été très endommagée. Ils ont opéré, fait tout ce qu'ils pouvaient, mais le résultat est là. Fauteuil roulant. Pour toujours. Grace prit une profonde inspiration. De nouveau, j'ai cru que j'allais devenir folle. Ce n'était pas assez de perdre mes enfants. Maintenant, mon mari, mon compagnon, était prisonnier d'un fauteuil. Mais Jean-Pierre, il est fort, monsieur. Plus fort que moi. Il a dit que Dieu lui avait épargné la vie pour une raison et qu'on allait surmonter ça aussi. L'entreprise a payé quelque chose? Elle a payé le traitement hospitalier, les premiers mois de kinésithérapie. Ils ont donné une petite indemnisation, mais ce n'était pas suffisant. Jean-Pierre a besoin de kiné tous les jours, de médicaments chers, d'équipements. On a dépensé tout ce qu'on avait. J'ai emprunté de l'argent à la famille, aux amis. Mais ce n'était pas suffisant. Je travaillais dans 3 maisons le jour. Je faisais le ménage dans des bureaux la nuit. Je dormais 4 heures par nuit. Et ce n'était toujours pas suffisant. C'est là que Madame Irène de l'Association catholique m'a appelé. Elle connaissait un monsieur très riche qui avait besoin d'une nounou logée pour s'occuper de ses filles jumelles. Le salaire était très bon, avec le logement et la nourriture. Elle a dit que vous aviez subi une grande perte et que les filles avaient besoin de quelqu'un de patient et d'affectueux. J'ai accepté tout de suite, monsieur Mercier. Pas pour moi, mais pour Jean-Pierre. Avec ce salaire, je peux payer sa kiné, ses médicaments, tout ce dont il a besoin. Raphaël était impressionné. Cette femme avait perdu 2 enfants, vu son mari devenir paralysé, et trouvait encore la force de s'occuper d'autres enfants, de donner de l'amour et de la patience. Quand je suis arrivé ici et que j'ai vu les filles, j'ai vu mes fils. J'ai vu Pierre et Jean. Laura me rappelle tellement mon Jean, si calme, si timide. Louise est exactement comme Pierre, pleine d'énergie, mais qui garde tout à l'intérieur. Et je vous ai vu aussi. J'ai vu un homme détruit par la douleur, exactement comme Jean-Pierre et moi l'avons été. Et j'ai pensé, si Dieu m'a envoyé ici, c'est pour aider, pour utiliser ma douleur pour soulager la douleur des autres. C'est pour ça que vous avez prié avec elle, comprit Raphaël. Oui, monsieur, parce que la foi m'a sauvé. Et j'ai cru qu'elle pouvait les sauver aussi. Mais je n'aurais pas dû le faire sans vous demander la permission. C'était une audace de ma part. Raphaël se leva de sa chaise, marcha jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le jardin illuminé. Il resta là, le dos tourné à Grace, digérant tout ce qu'il avait entendu. Cette femme avait souffert plus que la plupart des gens ne souffrent dans une vie entière. Et pourtant, elle était là, s'occupant de ses filles, avec un amour et un dévouement qu'il n'arrivait pas à donner. Il se tourna vers elle. « Combien gagnez-vous ici, Grace ?» Elle lui dit le montant. C'était un salaire raisonnable pour une nounou, mais rien comparé à ce que Raphaël payait en notes de restaurant ou pour une seule cravate italienne. « À partir de demain, votre salaire est triplé. » Grace écarquilla les yeux. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. »« Si, c'est nécessaire. Et plus encore. Je vais trouver les meilleurs neurochirurgiens du pays, les meilleurs spécialistes de la colonne vertébrale. Je paierai tous les traitements de Jean-Pierre, toutes les thérapies, tous les équipements dont il aura besoin.
S'il y a une chance, la moindre chance, d'amélioration, nous la trouverons. Monsieur Mercier, je ne peux pas accepter ça. C'est trop de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est de la gratitude. Vous m'avez rendu mes filles. Vous m'avez montré qu'il existe encore de la bonté, qu'il existe encore de l'amour véritable dans le monde. Laissez-moi faire ça, s'il vous plaît. Grâce se mit à pleurer, couvrant son visage de ses mains. Raphaël s'approcha et, pour la première fois en 2 ans, toucha un autre être humain avec une réelle empathie. Il posa la main sur son épaule. Et il y a encore une chose. Où est votre mère? Elle est toujours dans la Creuse, monsieur. Elle vit avec ma sœur cadette. Je veux la faire venir ici, pour vivre avec nous. Les filles adoreront avoir une grand-mère à leur côté. Et vous méritez d'avoir votre mère près de vous. Cette maison est trop grande, trop vide. Remplissons-la de nouveau de vie. Cette nuit-là, Raphaël monta dans sa chambre en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Et une étrange sensation que Marianne, de quelque part, leur avait envoyé grâce pour les sauver, pour leur apprendre à vivre à nouveau. Les 3 mois suivants transformèrent l'hôtel particulier de Neuilly d'un mausolée silencieux en un foyer plein de vie. Le changement commença de manière subtile, presque imperceptible, mais gagna en force, comme une plante qui trouve enfin le soleil après un long hiver. Raphaël commença à rentrer à la maison à 19h au lieu de 23, puis à 18h30, puis à 18h. Son assistante, Patricia, faillit avoir une crise de nerfs avec les changements d'agenda, mais il fut inflexible. Il délégua plus de responsabilités à ses directeurs, refusa les engagements nocturnes, dit non au dîner d'affaires qu'il considérait autrefois comme essentiel. Pour la première fois en 2 ans, l'entreprise n'était plus sa seule priorité. Laura et Louise furent les premières à le remarquer. Au début, elles trouvaient étrange de le voir arriver tôt, comme si elles ne savaient pas comment réagir à la présence de cet homme qui était leur père, mais qui ressemblait à un étranger. Mais Grâce, avec sa sagesse simple et profonde, construisit des ponts. « Les filles, regardez qui est là. C'est papa. On va lui raconter ce qu'on a fait aujourd'hui, » disait-elle avec un enthousiasme sincère, les prenant toutes les 2 par la main pour les amener à Raphaël. Au début, les filles se contentaient de hocher timidement la tête, mais peu à peu, elles commencèrent à parler des dessins qu'elles avaient faits, de l'histoire que Grâce avait lue, de l'oiseau qu'elles avaient vu dans le jardin. Et Raphaël, un homme habitué à négocier des contrats de millions, à prendre des décisions qui affectaient des centaines d'employés, découvrit qu'il ne savait pas parler à ses propres filles. Ce fut Grâce qui le lui apprit. « Il faut vous mettre à leur niveau, monsieur Mercier, » disait-elle gentiment. « Agenouillez-vous par terre, regardez-les dans les yeux. Posez des questions sur leurs dessins, sur leurs poupées, sur ce qu'elles aiment. Un enfant a besoin de sentir qu'on s'intéresse vraiment à lui. » C'est ainsi que Raphaël apprit. Il apprit à s'asseoir par terre dans la salle de jeu, même avec son costume coûteux. Il apprit à faire des voix amusantes en lisant des histoires. Il apprit que Laura adorait quand il faisait semblant d'être un dragon, et que Louise éclatait de rire quand il la chatouillait. De petits détails qu'un père devrait savoir, mais qu'il avait perdus en se noyant dans le travail et la douleur. Les repas devinrent sacrés. Chaque soir, à 19h30, ils s'asseyaient tous les 4 à la table de la cuisine, et non dans l'immense salle à manger formelle. Grâce cuisinait des plats simples de sa région que les filles adoraient. Potée limousine, bœuf bourguignon, farci dur, clafoutis. Des plats que Marianne n'avait jamais faits, qui ne la rappelaient pas, et qui étaient donc plus faciles à savourer. « Raconte une histoire de ton pays, Tata Grâce » demandait Louise, utilisant le titre affectueux qu'elles avaient donné à la nounou. Et Grâce racontait. Des histoires de ferme, de fêtes de village, de son enfance à la campagne, des histoires qui faisaient rire les filles et leur faisaient imaginer un monde complètement différent du luxe dans lequel elles vivaient. Raphaël se rendait compte que c'était sain. Ses filles apprenaient qu'il y avait plus dans le monde que des hôtels particuliers et des voitures importées. Pendant ce temps, Raphaël tint chaque promesse faite cette nuit-là dans la cuisine. Il utilisa tous ses contacts, toute son influence, pour trouver les meilleurs spécialistes en lésions médulaires. Il obtint un rendez-vous avec le docteur Henri Tavernier, un neurochirurgien de renom qui avait normalement des mois de liste d'attente. Il paya pour que Jean-Pierre soit transporté en ambulance privée jusqu'à son cabinet à l'hôpital américain de Paris. Grâce l'accompagna, bien sûr.
Raphaël insista pour qu'elle prenne sa journée, mais engagea une baby-sitter temporaire pour rester avec les jumelles. Quand elle revint ce soir-là, Raphaël attendait avec anxiété. « Alors, qu'a dit le médecin ?» Les yeux de Grâce brillaient d'un espoir mêlé de larmes. « Il a dit qu'il y a une chance, monsieur Mercier. Une petite chance, mais une chance. Il existe une chirurgie expérimentale, une nouvelle technique qu'ils sont en train de tester. Ça ne garantit pas que Jean-Pierre remarchera, mais ça peut apporter une certaine amélioration. Ça peut lui faire sentir à nouveau ses jambes, avoir un peu de mouvement. Alors on va le faire, quand ? Le docteur a dit qu'il faut d'abord des examens, des IRM, une évaluation complète. Ça va coûter très cher, monsieur. Il m'a donné un devis et... Le prix n'a pas d'importance. Planifiez tout. On le fait. L'opération eut lieu 6 semaines plus tard. Elle dura 9 heures. Raphaël annula ses rendez-vous de la journée et resta à l'hôpital avec Grâce, qui récitait son chapelet sans arrêt dans la chapelle. Quand le docteur Tavernier sortit enfin du bloc opératoire, fatigué mais avec un sourire discret, Grâce faillit s'évanouir. L'opération s'est bien passée. Nous avons pu réaliser la procédure complète. Maintenant, il faut attendre. Dans les prochaines semaines, nous connaîtrons le résultat. Jean-Pierre se réveilla de l'anesthésie avec Grâce à ses côtés, lui tenant la main. Raphaël les observa de loin, cet homme maigre sur le lit d'hôpital, les yeux pleins de gratitude en regardant sa femme, et il comprit ce qu'était le véritable amour. Pas l'amour romantique des feuilletons et des films, mais l'amour qui reste quand tout s'effondre, l'amour qui tient la main dans la maladie, qui n'abandonne pas dans la difficulté. 3 mois de kinésithérapie intensive suivirent. Raphaël fit en sorte que Jean-Pierre soit transféré dans une clinique de rééducation de pointe avec les meilleurs kinésithérapeutes du pays. Il payait tout sans sourciller. Grâce allait lui rendre visite 3 fois par semaine pendant ses jours de congé. Les filles envoyaient des dessins qu'elle apportait, de petites œuvres d'art enfantines que Jean-Pierre accrochait au mur de sa chambre. Et puis un mercredi pluvieux de juin, le miracle se produisit. Grâce rentra à la maison transfigurée, riant et pleurant en même temps. « Il a bougé le gros orteil, monsieur Mercier, Jean-Pierre a bougé le gros orteil. Le kiné l'a vu, je l'ai vu, il a demandé à Jean-Pierre d'essayer, et il a réussi. Juste un tout petit peu, mais il a bougé. » Au cours des mois suivants, l'amélioration fut lente, mais constante. Jean-Pierre commença à sentir des fourmillements dans les jambes, puis il réussit à contracter les muscles de ses cuisses. Ensuite, avec beaucoup d'efforts et de sueur, il parvint à se tenir debout, appuyé sur les barres parallèles, pendant quelques secondes. Chaque petite victoire était célébrée comme la plus grande des réussites. Pendant ce temps, un autre changement important eut lieu. Madame Thérèse, la mère de Grâce, arriva de la Creuse. C'était une dame d'une 60aine d'années, petite, ronde, avec le même accent chantant que sa fille, et un sourire constant sur son visage marqué par le soleil. Elle remplit la maison d'une joie campagnarde. « Oh, mes petites filles chéries !» disait-elle, en ouvrant les bras à Laura et Louise qui couraient pour l'embrasser. Car en quelques semaines, elle l'appelait déjà mamie, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Madame Thérèse prit possession de la cuisine avec une autorité douce. Elle faisait des gâteaux, des crêpes, des confitures. Elle apprenait aux filles à faire des truffes au chocolat et des mendiants, laissant la cuisine immaculée se transformer en une zone de farine et de chocolat. Elle chantait des chansons de Brassens et de Piaf en cuisinant. Elle racontait des histoires de mandrins comme si c'étaient des contes de fées. Raphaël rentrait du travail et trouvait la maison pleine d'odeurs de cuisine, maison de rire, de musique. C'était si différent du silence sépulcral d'avant que parfois il s'arrêtait dans le hall d'entrée juste pour absorber cela, pour croire que c'était réel. Un soir, il trouva Laura et Louise dans leur chambre, agenouillées à côté du lit, priant avec Madame Thérèse et Grâce. « Merci, mon Dieu, pour Mamie Thérèse. Merci pour Tata Grâce. Merci pour Papa qui joue maintenant avec nous. Merci pour Tonton Jean-Pierre qui va mieux. Et merci pour Maman qui veille sur nous depuis le ciel. Amen. » Raphaël resta figé sur le seuil, le cœur serré. Marianne. Elle parlait de Marianne naturellement maintenant, sans douleur paralysante, sans ce silence terrible. Elle parlait d'elle avec regret, oui, mais aussi avec gratitude pour la vie qu'elle leur avait donnée. Grâce avait fait cela. Elle avait appris aux filles à honorer la mémoire de leur mère sans être détruite par elle.
Cette nuit-là, après que tout le monde se fut endormi, Raphaël sortit dans le jardin. C'était une nuit claire, les étoiles visibles malgré la pollution lumineuse de Paris. Il regarda le ciel et, pour la première fois en deux, en parla à Marianne. « Tu nous l'as envoyé, n'est-ce pas? Grâce. Tu savais que j'étais perdu, que les filles étaient perdues, et tu as envoyé quelqu'un qui pouvait nous sauver, quelqu'un qui connaissait la douleur comme nous. Merci, mon amour. Merci de veiller encore sur nous, même de loin. » Une douce brise fit frémir les arbres du jardin, et Raphaël sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis l'accident, comme si Marianne était là, approuvant, souriant, heureuse de voir ses filles sourire à nouveau. Il ne savait pas encore, cette nuit tranquille, que la plus grande épreuve était à venir, que son cœur, qu'il croyait mort et enterré avec Marianne, était sur le point de se réveiller, et que ce réveil apporterait des complications qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Mais pour l'instant, dans ce moment de paix sous les étoiles, Raphaël s'autorisa à être simplement reconnaissant. Reconnaissant pour la vie, pour cette seconde chance, pour la présence de cette femme simple de la campagne qui avait ramené la lumière dans sa maison obscure. Le changement chez Raphaël fut si graduel qu'il ne s'en rendit pas compte lui-même au début. Peut-être était-ce ce matin où il descendit pour... Le petit déjeuner et Grâce fredonnaient dans la cuisine, les cheveux détachés pour la première fois. La lumière du soleil matinal illuminant son visage simple d'une manière qui le fit s'arrêter et regarder. Peut-être était-ce cet après-midi où il rentra et la trouva dans le jardin avec les filles, tous les trois riant en essayant d'attraper des papillons, et son cœur fit un bond étrange dans sa poitrine. Ou peut-être que cela s'était accumulé, jour après jour, chaque fois qu'elle souriait, chaque fois que sa voix douce calmait les jumelles, chaque fois qu'il la voyait prier avec cette foi inébranlable. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce premier après-midi où il l'avait vue prier avec ses filles. 6 mois de transformation, de guérison, de redécouverte. Jean-Pierre progressait merveilleusement en kinésithérapie. Il parvenait déjà à faire quelques pas avec un déambulateur. Laura et Louise étaient des enfants complètement différentes, souriantes, bavardes, pleines de vie. La maison était devenue un foyer, et Raphaël, sans s'en rendre compte ni comment ni quand, était tombé amoureux de Grâce. La révélation le frappa un soir de septembre, alors qu'il la trouva seule dans le jardin après que tout le monde fut allé se coucher. Elle était agenouillée, sur l'herbe, les mains jointes, priant à voix basse. La pleine lune éclairait son profil, et Raphaël resta là, à observer, sentant quelque chose d'immense et d'effrayant grandir dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement de la gratitude, bien qu'il y en eût beaucoup. Ce n'était pas seulement de l'admiration, bien qu'il l'admirât profondément. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'était le désir de la protéger, de la voir sourire, de passer le reste de sa vie à ses côtés. C'était de l'amour. Réel, véritable, impossible. Impossible parce qu'elle était mariée. Impossible parce qu'elle était son employée. Impossible parce qu'ils venaient de mondes complètement différents. Impossible parce qu'il n'avait pas le droit de ressentir cela, mais il le ressentait. Raphaël rentra dans la maison, le cœur battant à tout rompre, et monta directement dans sa chambre. Il passa la nuit éveillé, luttant contre lui-même. Pour la première fois en 2 ans, il pensa à Marianne non pas avec une douleur paralysante, mais avec une douce nostalgie. Et il se demanda si elle lui en voudrait de tourner la page, si elle approuverait, si c'était une trahison d'aimer à nouveau. « Tu voulais que je sois heureux », murmura-t-il à la photo de Marianne sur sa table de chevet. « Tu l'as toujours dit, que s'il t'arrivait quelque chose, je devrais aller de l'avant, être heureux. Mais je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne sais pas si j'en ai le droit. » La photo lui souriait en retour silencieuse. Les semaines suivantes, Raphaël tenta de cacher ce qu'il ressentait. Il restait professionnel, distant. Mais c'était difficile quand Grâce était toujours là, s'occupant des filles avec tant d'amour, remplissant la maison de lumière. C'était difficile quand elle lui souriait au petit déjeuner et que sa journée entière s'en trouvait embellie. C'était difficile quand elle racontait des histoires de la Creuse et qu'il se surprenait à imaginer connaître cette terre, à mieux comprendre d'où elle venait. Madame Thérèse fut la première à le remarquer. Les mères remarquent toujours ces choses-là. Un après-midi, elle appela Raphaël pour prendre un café dans la cuisine. Il était rare qu'ils discutent en tête-à-tête, et Raphaël fut un peu appréhensif.
Monsieur Raphaël, commença-t-elle avec sa franchise campagnarde, je vais vous dire quelque chose parce que je vous apprécie et je vous respecte. Vous regardez ma fille différemment. Raphaël sentit son sang se glacer. Madame Thérèse, Laissez-moi finir. Elle leva la main. Je ne dis pas que ce que vous ressentez est mal. On ne contrôle pas les sentiments. Mais ma fille est une femme mariée, monsieur Raphaël. Elle aime Jean-Pierre. Elle est fidèle à ses vœux. Et elle a peur de perdre ce travail, cette maison, tout ce que vous lui avez donné à elle et à son mari. Alors je vous le demande, faites attention. Ne mettez pas ma fille dans une situation difficile. Je ne ferai jamais rien pour manquer de respect à Grace ou à son mariage, dit Raphaël avec sincérité. J'ai simplement appris à l'admirer énormément, pour ce qu'elle a fait pour mes filles, pour qui elle est. Madame Thérèse l'étudia avec ses yeux sages, qui avaient vu beaucoup de choses dans la vie. Vous êtes un homme bon, monsieur Raphaël, je le vois, mais le cœur est un traître. Il ne se soucie pas de ce qui est bien ou mal. Il ne se soucie que de ce qu'il veut. Et je vois que votre cœur veut ma fille. Raphaël ne nia pas. Cela n'aurait servi à rien. Je vais prier pour vous, dit Madame Thérèse en se levant, pour que Dieu vous montre le bon chemin. Mais pour l'instant, monsieur Raphaël, le bon chemin, c'est que vous gardiez ces sentiments pour vous. Ma fille ne peut pas y répondre. Elle n'y répondra pas. C'est la femme d'un seul homme. Cette conversation aurait dû suffire à Raphaël pour reculer, mais le cœur, comme l'avait dit Madame Thérèse, était un traître. 2 mois plus tard, par une froide soirée de novembre, Raphaël ne put plus se retenir. Il avait passé toute la journée dans une réunion tendue avec des investisseurs, à résoudre une crise dans l'entreprise. Il rentra chez lui épuisé, mentalement et émotionnellement vidé. Les filles dormaient déjà. Madame Thérèse était allée rendre visite à Jean-Pierre à la clinique, et Grace était dans le jardin, comme toujours, en train de prier. Cette fois, Raphaël ne se contenta pas d'observer. Il s'approcha, et Grace l'entendit, ouvrant les yeux et se retournant. « Monsieur Mercier, je ne vous avais pas entendu arriver. Avez-vous dîné? J'ai gardé une assiette au... » Grace. Il l'interrompit, et il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit se taire. « J'ai besoin de vous parler. » Elle se leva, secouant l'herbe de ses mains, visiblement inquiète. « Il s'est passé quelque chose? Les filles vont bien? J'ai fait quelque chose de mal? » « Non, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez tout fait de bien. C'est ça le problème. » Raphaël passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « Vous avez sauvé mes filles, Grace. Vous m'avez sauvé. Vous avez ramené la vie dans cette maison. Vous, qu'est devenu essentiel pour nous, pour moi. Monsieur Mercier, Laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Je sais que c'est mal. Je sais que je n'en ai pas le droit. Je sais que vous êtes marié, que vous aimez votre mari, que je suis votre employeur et que ce serait un abus de pouvoir. Je sais tout ça. Mais je dois vous le dire, parce que si je ne le dis pas, je vais exploser. Grace, je suis en train de tomber amoureux de vous. Non, je suis déjà amoureux. Complètement. » Le silence qui tomba sur le jardin était lourd comme du plomb. Grace le regardait avec des yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte sous le choc. « Je n'attends rien de vous, » continua rapidement Raphaël. « Je ne vais pas vous mettre la pression, je ne ferai rien d'inapproprié. Vous n'allez pas perdre votre travail, votre salaire, rien de ce que j'ai promis pour Jean-Pierre. J'avais juste besoin de vous le dire parce que ça me tue de garder ça. Vous m'avez réappris à vivre, Grace. Vous m'avez appris que le cœur peut guérir. Vous m'avez montré ce qui est vraiment important dans la vie. Comment n'aurais-je pas pu tomber amoureux de vous ?» Des larmes se mirent à couler sur le visage de Grace. « Monsieur Mercier, vous ne pouvez pas dire ces choses. Vous ne pouvez pas. Je sais que je ne peux pas. Mais je l'ai dit. Je suis une femme mariée. » Sa voix sortit dans un murmure désespéré. « J'ai fait des vœux devant Dieu. J'aime mon mari. Jean-Pierre, il a tant souffert. Il a tant traversé. Comment pouvez-vous me demander de... » « Je ne demande rien. Je dis juste la vérité. Mais vous ne comprenez pas. » Grace pleurait ouvertement maintenant. « Je suis la nounou, monsieur Mercier, une immigrée sans éducation qui fait des ménages, qui vient de la campagne.
Vous êtes un homme riche, puissant, instruit. Nous sommes de mondes différents. Et même si ce n'était pas le cas, je suis marié. Je ne peux pas, je ne trahirai pas mes vœux. Peu importe ce que je ressens. Elle s'arrêta brusquement, couvrant sa bouche de sa main. « Ce que vous ressentez ?» demanda Raphaël à voix basse, le cœur s'emballant. « Peu importe ce que je ressens, » corrigea-t-elle, évitant son regard, « parce que j'ai fait une promesse devant Dieu, pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie. Je ne romprai pas cette promesse, monsieur Mercier, peu importe à quel point c'est difficile. Alors vous ressentez quelque chose. » Ce n'était pas une question. Grâce tourna le visage, ses larmes brillant à la lumière de la lune. « Ça ne change rien. Je vais continuer à faire mon travail, à m'occuper des filles, à être reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour Jean-Pierre. Mais ça, cette conversation, ça ne peut plus se reproduire. S'il vous plaît, monsieur Mercier, pour le bien de tous, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Elle partit presque en courant vers la maison, laissant Raphaël seul dans le jardin. Il se laissa tomber sur le banc de pierre, la tête entre les mains. Ça avait été une erreur de parler. Une terrible erreur. Mais en même temps, il y avait cette petite confession de sa part. Peu importe ce que je ressens. Elle ressentait quelque chose. Elle ressentait, mais elle avait raison, elle était mariée, et Raphaël ne lui demanderait jamais, au grand jamais, de trahir ses vœux. Pas comme ça. Pas de cette façon. Les jours suivants, la tension dans la maison était palpable. Grâce évitait de se retrouver seule avec Raphaël. Madame Thérèse les regardait tous les deux avec inquiétude. Les filles, sensibles comme le sont les enfants, sentaient que quelque chose était différent mais ne comprenaient pas quoi. Et puis, 3 semaines après cette conversation dans le jardin, le téléphone sonna. C'était la clinique de rééducation où Jean-Pierre était hospitalisé. Et la nouvelle qu'ils donnèrent allait tout changer d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Jean-Pierre avait subi une grave dépression nerveuse. Il refusait la kinésithérapie, refusait de s'alimenter, parlait de tout abandonner. Et il exigeait de voir Grâce immédiatement. C'était urgent. Raphaël insista pour emmener Grâce à la clinique de rééducation. Elle tenta de refuser, de dire qu'elle prendrait un taxi, mais il fut inflexible. Madame Thérèse resta avec les filles pendant qu'ils partaient dans la Mercedes noire, le silence pesant entre eux sur la banquette arrière. La clinique se trouvait dans l'ouest de Paris. Un bâtiment moderne entouré de jardins bien entretenus. Le docteur Deschamps, le kinésithérapeute principal de Jean-Pierre, les attendait à la réception avec une expression grave. « Madame Dubois, heureusement que vous êtes venue vite. Jean-Pierre traverse une crise. Ça a commencé il y a 3 jours. Il refuse de faire ses exercices, il s'alimente à peine. Il dit qu'il veut retourner dans la Creuse, qu'il n'en peut plus de rester ici. »« Mais il allait si bien, » dit Grâce, la voix tremblante. « La semaine dernière, il a réussi à faire 6 pas sans aide. Que s'est-il passé ?» Le médecin échangea un regard avec Raphaël. Parfois, quand les patients commencent à s'améliorer, ils sont confrontés à la réalité du chemin qu'il leur reste à parcourir. Littéralement, dans le cas de Jean-Pierre. C'est comme s'il avait de l'espoir pour la première fois depuis des mois, et que cela l'effrayait, la peur de décevoir, de ne pas y arriver, d'être un fardeau. « Il n'a jamais été un fardeau, » murmura Grâce. « Je sais, mais il ne le voit pas comme ça. Et il y a autre chose. » Le médecin hésita. « Il a beaucoup parlé de vous, de la façon dont vous travaillez trop, dont vous êtes toujours fatigué quand vous venez le voir. Il se sent coupable. »« Je peux le voir ?»« Bien sûr, il est dans sa chambre. Mais Madame Dubois, je dois vous prévenir. Il est assez perturbé émotionnellement. » Raphaël resta dans la salle d'attente pendant que Grâce entrait. Il regardait par la fenêtre, voyant les arbres se balancer au vent, essayant de ne pas imaginer ce qui se passait dans cette chambre. Une demi-heure plus tard, Grâce sortit. Son visage était pâle, ses yeux rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. « Il veut vous parler, » dit-elle, sa voix à peine audible. Raphaël fut surpris. « À moi? Vous êtes sûr ?» Il l'a demandé. « S'il vous plaît, allez-y. » La chambre était simple mais confortable, avec un lit médicalisé, quelques chaises, une grande fenêtre donnant sur le jardin. Jean-Pierre était assis dans son fauteuil roulant près de la fenêtre, regardant dehors. C'était un homme mince, aux larges épaules, qui devait autrefois être musclé, mais qui était maintenant plus fine, après tout ce temps sans travail physique. Il avait le visage marqué par le soleil, la peau mate,
les cheveux noirs coupés courts. Quand il se tourna vers Raphaël, ses yeux bruns étaient remplis de douleur. « Monsieur Mercier, merci d'être venu. » Sa voix était douce, mais il y avait une fermeté en elle. « Jean-Pierre, comment allez-vous? Je vais être honnête avec vous parce que vous méritez l'honnêteté. Vous avez beaucoup fait pour moi, et pour Grace. Vous avez payé l'opération, le traitement. Vous payez cette clinique chère. Je ne pourrai jamais vous rendre ça, jamais de la vie. Vous n'avez rien à me rendre. Je l'ai fait parce que je le voulais, parce que ma femme a sauvé vos filles, je sais. » Jean-Pierre prit une profonde inspiration. « Mais je n'en peux plus, monsieur Mercier. Je ne supporte plus de rester ici, dans cette ville, dans cette situation. Je veux retourner dans la Creuse. Je veux retourner sur ma terre, où je connais les gens, où les choses sont plus simples. Mais votre traitement... Je sais que j'ai encore besoin de traitement. Je sais qu'ici, à Paris, il y a les meilleurs médecins, les meilleures cliniques. Mais je suis en train de devenir un fardeau pour Grace. Elle travaille 18 heures par jour, s'occupe de vos filles, vient me voir, elle dort à peine. Et pourquoi? À cause de moi. Parce que je suis tombé de cet échafaudage et que je suis devenu un infirme. Vous n'êtes pas un infirme, vous êtes en convalescence. C'est vrai. Jean-Pierre acquiesça. Mais je serai toujours dépendant. J'aurai toujours besoin d'aide, de soins. Et j'ai vu la façon dont vous regardez ma femme, monsieur Mercier. Le silence qui tomba fut absolu. Raphaël sentit son cœur s'emballer. « Je ne suis pas stupide, » continua Jean-Pierre sans colère, juste avec une profonde tristesse. « Grace ne me raconte pas tout, mais je sais. Je le vois dans ses yeux quand elle parle de vos filles, de votre maison. Je vois qu'elle a trouvé là-bas un but qu'elle n'a pas avec moi. Et je vois que vous, un homme riche et puissant, vous êtes amoureux de ma femme. Jean-Pierre, je n'ai jamais... Je sais que vous n'avez jamais rien fait de mal. Et je sais que Grace ne le ferait jamais. C'est la femme d'un seul homme, fidèle comme personne. Mais ça ne change pas le fait qu'elle serait peut-être plus heureuse avec vous. Vous pouvez lui donner une vie que je ne pourrai jamais lui offrir. La sécurité, le confort, une famille. Elle a toujours voulu d'autres enfants après qu'on a perdu les nôtres. Je ne peux pas lui donner ça. Ce n'est pas vrai. Les médecins ont dit que... Les médecins disent beaucoup de choses, monsieur Mercier. Mais la vérité, c'est que je suis coincé dans ce fauteuil dépendant de la bonté des autres, à être un fardeau. Et je ne veux plus de ça. Alors je vais donner un ultimatum à Grace. Soit elle rentre avec moi dans la Creuse quand je serai en état de voyager, on se construit une vie simple là-bas, dans mes limites. Soit on met fin à notre mariage ici et maintenant, et chacun suit son chemin. Vous ne pouvez pas lui faire ça, dit Raphaël, sentant la colère pour la première fois. Vous ne pouvez pas l'obliger à choisir. Je n'oblige rien. Je lui donne la liberté de choisir, la vie qu'elle veut. Si elle veut rester avec moi, je l'aimerai jusqu'à mon dernier jour. Mais si elle veut aller de l'avant, trouver quelqu'un qui peut lui donner tout ce que je ne peux pas, je ne l'en empêcherai pas. Parce qu'aimer quelqu'un vraiment, c'est vouloir son bonheur, même si c'est loin de vous. Raphaël regarda cet homme dans son fauteuil roulant et sentit un mélange d'admiration et de culpabilité. Jean-Pierre faisait preuve d'une noblesse dont il ne se savait pas capable. « Et vous, monsieur Mercier, continua Jean-Pierre, vous devez aussi décider. Si vous aimez vraiment ma femme, vous devez être prêt à assumer tout ce que cela signifie. Elle n'est pas comme les femmes que vous connaissez. Elle ne s'intégrera pas dans votre monde de luxe et d'affaires. Elle est simple, directe, elle a foi en Dieu par-dessus tout. Êtes-vous prêt à accepter ça? Ou est-ce juste une passade qui va s'en aller? Ce n'est pas une passade, c'est de l'amour, du véritable amour. Alors prouvez-le. Laissez-la faire le bon choix, sans pression, sans culpabilité. Si elle choisit de revenir avec moi, vous respectez. Si elle choisit de rester et éventuellement d'aller de l'avant sans moi, vous attendez le temps qu'il faudra, parce qu'elle aura besoin de temps pour respecter ses vœux, pour faire son deuil, si c'est le cas. Ce soir-là, de retour à l'hôtel particulier, Grace raconta à Raphaël l'ultimatum. Ils étaient dans la cuisine, le même endroit où elle lui avait raconté son histoire des mois plus tôt. « Il m'a donné 1 mois pour décider, » dit-elle, les mains tremblantes en tenant sa tasse de tisane. « 1 mois pour choisir entre mon mariage et cette vie ici. Et que, voulez-vous, Grace? Au fond de votre cœur, que voulez-vous? » « Je ne sais pas, pleura-t-elle. J'aime Jean-Pierre. C'est mon mari, le père de mes enfants disparus.
On a traversé tellement de choses ensemble. Comment puis-je l'abandonner maintenant, au moment où il a le plus besoin de moi? Mais êtes-vous heureuse, avec lui, dans cette situation? Le bonheur n'est pas tout, monsieur Mercier. Il y a l'engagement, la loyauté, les vœux que j'ai faits. Pour le meilleur et pour le pire, vous vous souvenez? Eh bien maintenant, c'est le pire. Comment puis-je partir juste parce que c'est devenu difficile? Raphaël s'approcha d'elle, lui prenant les mains. « Grâce, je vais vous dire quelque chose, et vous devez me croire. Si vous décidez de retourner dans la Creuse avec Jean-Pierre, je respecterai. Je continuerai à payer tous ces traitements, je m'assurerai que vous ayez une bonne maison là-bas, tout ce dont vous aurez besoin. Vous manquerez aux filles, vous me manquerez. Mais je vous laisserai partir, parce que je vous aime assez pour vouloir votre bonheur, même si ce n'est pas avec moi. » Grâce sanglota, posant sa tête sur son épaule pour la première fois. Et Raphaël la serra dans ses bras, sentant son cœur se briser et guérir en même temps. 2 semaines d'agonie passèrent. Grâce était visiblement torturée, priant plus que d'habitude, perdant du poids, avec des cernes profonds. Madame Thérèse essayait de la conseiller, mais même elle était partagée. Laura et Louise sentèrent que quelque chose n'allait pas et restaient collées à Grâce tout le temps, comme si elles sentaient qu'elle pouvait disparaître. Et puis, un jeudi pluvieux, le téléphone de la clinique sonna de nouveau. Cette fois, c'était le docteur Deschamps, et sa voix était urgente. « Monsieur Mercier, il faut que vous et Madame Dubois veniez immédiatement. Jean-Pierre a fait une hémorragie cérébrale. Il est en train d'être transféré à l'hôpital américain. C'est grave. » Raphaël et Grâce arrivèrent à l'hôpital à temps pour voir Jean-Pierre emmené d'urgence en soins intensifs de neurologie. Les médecins expliquèrent que c'était un anévrisme cérébral, probablement une complication tardive de la chute initiale. Il était dans le coma. Les 48 prochaines heures seraient cruciales. Raphaël utilisa tous ses contacts, fit venir les meilleurs neurochirurgiens du pays. Il autorisa une opération d'urgence qui dura 11 heures. Et pendant tout ce temps, Grâce ne quitta pas la salle d'attente, récitant son chapelet sans arrêt, Madame Thérèse à ses côtés. L'opération fut techniquement une réussite. Ils parvinrent à contenir l'hémorragie. Mais Jean-Pierre ne se réveillait pas. Les jours passèrent. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Raphaël vécut pratiquement à l'hôpital, annula tout à l'entreprise, se concentra uniquement sur sa présence pour Grâce. La 4e semaine, les médecins convoquèrent Grâce pour une conversation. Raphaël l'accompagna, lui tenant la main. « Madame Dubois, » dit le docteur Tavernier avec une gentillesse brutale, « nous devons parler de la réalité de la situation. Les examens montrent que l'activité cérébrale de Jean-Pierre est minimale. Il est dans un état végétatif. Les chances qu'il se réveille sont pratiquement inexistantes. Et même s'il se réveillait, les lésions cérébrales sont étendues. Il ne serait plus la personne que vous avez connue. Mais il respire, murmura Grâce. Son cœur bat. Parce que les machines le font pour lui. Madame Dubois, à un moment donné, vous devrez prendre une décision sur la poursuite ou non du maintien en vie. Pas maintenant, pas encore, mais à un moment donné. Et c'est une décision que vous seul pouvez prendre. Grâce s'effondra. Raphaël la soutint tandis qu'elle pleurait convulsivement, un pleur qui venait d'un endroit si profond qu'il semblait ne pas avoir de fin. Et il comprit que, peu importe combien il l'aimait, cette douleur n'était pas la sienne à porter. C'était la sienne. Et tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'être là. Cette nuit-là, dans la chapelle de l'hôpital, Grâce pria comme elle n'avait jamais prié. Et elle demanda à Dieu de lui montrer le chemin, de lui donner la force de faire ce qui était juste, même si c'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire. La décision vint à l'aube, après une nuit entière de prière. Grâce était seule dans la chapelle de l'hôpital, agenouillée sur le banc dur, les mains jointes si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. La faible lumière des bougies vacillant sur les murs créait des ombres dansantes. Et c'est là, dans ce silence sacré, qu'elle sentit la paix. Une paix qui n'avait pas de sens logique, mais qui remplissait son cœur d'une certitude inébranlable. Jean-Pierre ne reviendrait pas. Il était déjà parti, seul son corps restait, branché aux machines. Et le maintenir ainsi n'était pas de l'amour. C'était sa peur à elle de le laisser partir. Mais il méritait la paix. Il méritait de se reposer. Il méritait de rejoindre leurs fils, Pierre et Jean, qui l'attendaient certainement. Le lendemain matin,
Avec Madame Thérèse et Raphaël à ses côtés, Grâce communiqua sa décision au médecin. Un prêtre était présent, qui donna l'extrême onction à Jean-Pierre. Madame Thérèse priait à voix basse. Raphaël tenait simplement la main de Grâce, lui donnant la force silencieuse dont elle avait besoin. « Je sais que tu m'entends de quelque part, mon amour », murmura Grâce en se penchant sur le lit où Jean-Pierre gisait immobile. « Et je sais que tu es fatigué, si fatigué de te battre. Alors je te donne la permission de partir, Jean-Pierre. Va en paix, va retrouver nos garçons. Prends soin d'eux jusqu'à ce que j'arrive. Et un jour, quand Dieu le voudra, on se retrouvera. » Elle l'embrassa sur le front, sentant sa peau froide. Puis elle fit un signe de tête au médecin. Ils débranchèrent lentement les appareils, avec respect. Le bip du moniteur cardiaque ralentit, jusqu'à devenir une ligne droite et un son continu. Jean-Pierre Dubois était parti. Raphaël s'occupa de tout, comme il l'avait promis. Il organisa le transport du corps vers la Creuse, paya pour des funérailles dignes, s'assura que Jean-Pierre soit enterré à côté de ses deux fils, dans le cimetière du village où ils étaient nés. Grâce voulut y aller seule avec Madame Thérèse, et Raphaël respecta cela. Elle avait besoin de temps pour faire ses adieux, pour honorer la mémoire de son mari, loin de tout ce qui représentait son avenir. Elle resta 3 semaines dans la Creuse. Raphaël envoyait des messages quotidiens, demandant simplement si tout allait bien, sans jamais la presser. Les jumelles faisèrent des dessins qu'ils photographiaient et envoyaient. « Mamie Thérèse, vous nous manquez », écrivait-elle avec des lettres maladroites. Quand Grâce revint enfin à Paris, elle était différente, plus légère, en quelque sorte, comme si elle avait laissé un poids dans la Creuse. Madame Thérèse la serra fort dans ses bras à l'aéroport. Laura et Louise coururent dans ses bras, pleurant de joie. Et Raphaël observa simplement de loin, lui laissant son espace. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Grâce le chercha dans son bureau. « Je dois te dire quelque chose ?» dit-elle en s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Les dernières semaines avant l'anévrisme, quand Jean-Pierre m'a donné cet ultimatum, il m'a dit quelque chose. Il a dit que si quelque chose lui arrivait, s'il partait, il voulait que je sois heureuse. Il a dit que tu étais un homme bon et que je méritais quelqu'un qui m'aime vraiment. » Raphaël sentit sa gorge se nouer. « Il m'a donné sa permission, Raphaël. Avant que tout n'arrive, il me l'avait déjà donné, comme s'il savait, comme s'il pressentait. » Les larmes coulaient sur son visage. « Il voulait que je vive, que je ne m'enterre pas avec lui. Grâce, laisse-moi finir. J'ai passé ces 3 semaines dans la Creuse à prier, à réfléchir, à parler avec Dieu. Et j'ai compris que la vie est un cadeau, Raphaël. Un cadeau court et précieux. J'ai perdu mes 2 fils, j'ai perdu mon mari. J'ai traversé tant de douleurs. Mais Dieu m'a amené à toi, à cette maison, à ces filles. Et je ne pense pas que ce soit un accident. Je pense que c'était un dessein. Je le pense aussi, mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin de respecter la mémoire de Jean-Pierre, de faire mon deuil correctement. Je ne peux pas simplement passer d'une vie à l'autre comme si de rien n'était. Tu comprends ? Je comprends, et j'attendrai, le temps qu'il te faudra. Tu promets ? Je promets. 1 an, 2, 5, peu importe. Tu vaux la peine d'attendre, Grâce. Tu l'as toujours valu. Et ainsi le temps passa. Une année lente et respectueuse. Grâce continua de s'occuper des jumelles, qui continuèrent de grandir, d'apprendre, de s'épanouir. Raphaël continua de transformer sa vie, consacrant plus de temps à sa famille, moins aux affaires. Il créa des programmes sociaux chez Tech Vision France pour aider les migrants comme Grâce, offrant des emplois, des formations, des opportunités. Lui et Grâce étaient amis. Ils parlèrent de tout, partagèrent les repas avec les filles, et Madame Thérèse riait ensemble. Mais ils maintenaient une distance respectueuse, une frontière invisible que tous deux honoraient. Et puis, un après-midi de printemps, exactement 1 an après le décès de Jean-Pierre, Grâce chercha Raphaël dans le jardin où tout avait commencé. « Raphaël, » dit-elle, utilisant son prénom sans le « monsieur » pour la première fois. « J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup prié, et je crois que j'ai trouvé la paix. J'ai honoré la mémoire de Jean-Pierre, j'ai fait mon deuil, je me suis souvenu de tout ce que nous avons vécu ensemble, le bon et le mauvais. Et je suis prête. Prête à quoi? À essayer, à voir si ce que nous ressentons peut se transformer en quelque chose de réel, de durable. Si tu le veux toujours, bien sûr. »
Raphaël sentit son cœur exploser de joie. Si je le veux toujours. Grâce, je t'aime depuis ce premier après-midi où je t'ai vu prier avec les filles. Je n'ai pas cessé un seul jour de t'aimer. Alors nous devons faire les choses bien, lentement, avec respect. Je veux te fréquenter, te connaître au-delà du patron, au-delà du père des filles dont je m'occupe. Je veux comprendre qui tu es vraiment. Et c'est ce qu'ils firent. Une cour lente et à l'ancienne, comme au temps de Madame Thérèse. Raphaël emmenait Grâce dîner dans des restaurants simples qu'elle choisissait, pas dans les endroits chers et sophistiqués qu'ils fréquentaient. Ils allaient au cinéma, se promenaient au bois de Boulogne, regardèrent le coucher de soleil depuis Montmartre. Ils parlaient pendant des heures de tout, de rien. Les jumelles observaient avec une curiosité croissante. « Papa aime Tata Grâce », dit un jour Louise à sa sœur. « Il sourit différemment quand elle est là. » « Et Tata Grâce l'aime aussi », acquiesça Laura avec une sagesse qui dépassait ses 5 ans. « Tu crois qu'ils vont se marier ?» Madame Thérèse riait. « Dieu écrit droit avec des lignes courbes, mes petites filles. Il faut juste avoir la foi et la patience. » 6 autres mois passèrent. Raphaël emmena Grâce dans la Creuse pour découvrir ses racines, visiter la tombe de Jean-Pierre et des garçons. Il déposa des fleurs sur les 3 tombes et remercia silencieusement Jean-Pierre d'avoir si bien aimé Grâce, d'avoir été un homme si noble. Grâce emmena Raphaël rencontrer sa famille, ses frères et sœurs, les fermes où elle avait grandi. Lui, PDG millionnaire habitué aux hôtels 5 étoiles, dormit dans un hamac dans une simple maison en pisé, mangea du poulet fermier élevé dans la cour, discuta avec des gens qui savaient à peine qui il était et ne se souciaient pas de sa fortune. « C'est ici que tu es né », dit-il en regardant le paysage aride et magnifique de la campagne. « C'est d'ici que tu viens, et c'est beau, Grâce. Tout sur cette terre est honnête et vrai, comme toi. » 2 ans après le départ de Jean-Pierre, par une nuit d'été à Paris, Raphaël prépara une surprise. Il remplit le jardin de bougies, mit une musique douce. Quand Grâce sortit pour voir ce qui se passait, elle trouva un chemin de pétales de rose menant au centre du jardin, où Raphaël l'attendait. Laura et Louise étaient là aussi, en robe blanche, tenant une banderole peinte à la main qui disait « Épouse-nous, Tata Grâce ». Madame Thérèse pleurait d'émotion dans un coin. Raphaël s'agenouilla, non pas dans son costume coûteux habituel, mais dans une simple chemise en lin que Grâce lui avait achetée sur un marché de la Creuse. Dans sa main, une boîte avec une bague simple, sans diamant énorme ni ostentation, juste une alliance en or blanc avec une inscription « 2 cœurs guéris par l'amour ». Grâce, tu m'as appris que la richesse ne se mesure, pas en argent, mais en amour. Tu m'as rendu mes filles. Tu m'as réappris à être père. Tu m'as montré que le cœur peut guérir, même après les pires pertes. Je t'aime de tout ce que je suis, de tout ce que j'ai, et je veux passer le reste de ma vie à te le prouver. Veux-tu m'épouser ? Grâce pleurait, riait, tremblait. Oui, 1000 fois oui. Les filles crièrent de joie, courant pour les embrasser. Madame Thérèse récita un Ave Maria de gratitude, et Raphaël embrassa Grâce pour la première fois, un baiser doux et respectueux qui scellait une promesse d'amour véritable. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, un samedi ensoleillé. C'était à l'église du quartier de Neuilly, pas dans une cathédrale pompeuse. La décoration était simple, avec des fleurs des champs que Madame Thérèse avait commandées spécialement de la Creuse. Les invités étaient un mélange intéressant. Des cadres en costume à côté de migrants de la campagne dans leurs plus beaux habits, des collègues de Techvision partageant un banc avec les anciennes patronnes pour qui Grâce avait travaillé comme femme de ménage. Grâce entra dans l'église au bras de sa mère dans une robe simple mais élégante, sans voile extravagant, juste un petit arrangement de fleurs dans les cheveux. Quand elle arriva à l'autel et vit Raphaël qui l'attendait, avec Laura et Louise comme demoiselles d'honneur à ses côtés, elle sut qu'elle était arrivée à la maison. Le prêtre qui les maria était le même qui avait donné l'extrême onction à Jean-Pierre. Il parla de perte et de recommencement, de la grâce de Dieu qui transforme la douleur en joie. Raphaël et Grâce sont arrivés à cet autel par des chemins de souffrance, dit-il. Tous deux ont connu la perte la plus profonde qu'une personne puisse connaître, mais ils ont choisi de ne pas laisser la douleur les détruire. Ils ont choisi la foi, ils ont choisi l'amour, ils ont choisi la vie. Et aujourd'hui, devant Dieu et devant nous tous, ils se choisissent l'un l'autre. Quand ils échangèrent les alliances, quand ils se dirent « oui »,
Quand ils s'embrassèrent en tant que mari et femme, il n'y avait pas un œil sec dans l'église. C'était la plus belle histoire que beaucoup de personnes présentes avaient jamais vue. La fête eut lieu dans le jardin de l'hôtel particulier, avec un mélange de musique traditionnelle et parisienne, un barbecue et des crêpes servis côte à côte, un bal musette et de la musique classique s'alternant. C'était la fusion parfaite de deux mondes qui avaient appris à se respecter et à s'aimer. Les années suivantes apportèrent plus de joie. Grace tomba enceinte à 36 ans, à la surprise et à l'extase de tous. Elle eut un garçon, fort et en bonne santé, qui fut nommé Jean-Pierre, en hommage à son premier mari. 2 ans plus tard vint une fille qui fut nommée Marianne, en hommage à la première femme de Raphaël. Les 4 enfants grandirent ensemble. Laura et Louise, déjà âgées de 9 ans à la naissance de leurs frères et sœurs, étaient folles des bébés. Il n'y avait ni jalousie ni ressentiment, seulement de l'amour pur. Elles appelaient maintenant Grace maman, naturellement, et elle était une mère dans tous les sens du terme. Raphaël réduisit considérablement son rôle chez Tech Vision. Il passa la présidence à l'un de ses directeurs de confiance et ne resta qu'au conseil d'administration, assistant à des réunions 1 fois par mois. Le reste de son temps, il le consacrait à sa famille. Il emmenait les enfants à l'école, participait aux fêtes, assistait aux réunions de parents. Il était le père présent que les jumelles avaient toujours mérité et que les plus jeunes eurent dès le début. Grace ouvrit une fondation appelée « Recommencer avec dignité », axée sur l'aide aux familles de migrants arrivant à Paris. Elle offrait un logement temporaire, une formation professionnelle, un soutien psychologique. Elle utilisait sa propre histoire pour donner de l'espoir à d'autres qui avaient tout perdu et essayaient de reconstruire leur vie. Madame Thérèse, maintenant âgée de 70 ans, était la grand-mère parfaite pour les 4 enfants. Elle commandait toujours la cuisine d'une main de fer, enseignant des recettes de sa région à Laura et Louise, chantant des berceuses à Jean-Pierre et Marianne. Elle était le cœur de la maison, le fondement sur lequel tout reposait. Un dimanche après-midi, 7 ans après le mariage, Raphaël et Grace étaient assis dans le jardin, regardant les enfants jouer. Jean-Pierre, 5 ans, courait après Laura et Louise, qui faisaient semblant d'être des monstres. Marianne, 3 ans, essayait de suivre, mais ses petites jambes n'aidaient pas beaucoup. Madame Thérèse supervisait de loin, riant de leurs bêtises. « Tu y crois qu'on en soit arrivé là ?» demanda Grace, sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Parfois, ça me semble encore un rêve, » admit-il. « Tu te souviens comment tout a commencé, moi rentrant à la maison cet après-midi-là, te trouvant en train de prier avec les filles? Comment pourrais-je l'oublier? C'était le jour où tu as revu tes filles, le jour où tu as recommencé à vivre. Tu m'as sauvé, Grace. Tu nous as tous sauvés. » « Non, » corrigea-t-elle gentiment. « C'est Dieu qui nous a sauvés. Il a réuni 2 familles brisées et en a fait une nouvelle, entière. Il a transformé notre douleur en amour. » Raphaël la serra plus fort contre lui. « Tu sais ce que j'ai appris pendant toutes ces années? Que la richesse n'a rien à voir avec l'argent. J'étais milliardaire quand je t'ai rencontré, mais j'étais l'homme le plus pauvre du monde. Maintenant, en voyant nos 4 enfants jouer, en t'ayant à mes côtés, en ayant mamie Thérèse qui remplit la maison de vie, je suis l'homme le plus riche qui existe. Et moi, dit Grace, les yeux brillants de larmes de joie, moi qui ai perdu 2 enfants et un mari, qui pensait que je ne serais plus jamais heureuse, j'ai trouvé une famille plus grande que je n'aurais jamais pu en rêver. J'ai trouvé l'amour 2 fois, parce que Jean-Pierre m'a aimé de tout son être, et tu m'aimes de la même manière, et je suis béni d'avoir connu les 2. C'était un homme bon. Oui, et il serait heureux de nous voir ainsi. Je sais qu'il nous regarde de là-haut, à côté de Marianne, de nos garçons, et qu'il sourit. Il est heureux parce que nous avons choisi de vivre, choisi d'aimer à nouveau. Cette nuit-là, après que les enfants eurent été mis au lit, après que les prières eurent été dites et les histoires racontées, après que tout le monde se fut endormi, Raphaël resta éveillé un peu plus longtemps. Il alla à la fenêtre de la chambre et regarda les étoiles. « Marianne, » murmura-t-il à la nuit, « si tu m'entends, merci. Merci de m'avoir donné les filles, de m'avoir appris ce qu'est l'amour. Et merci d'avoir envoyé Grace jusqu'à nous. Je ne t'oublierai jamais. Je ne cesserai jamais de t'aimer.
Mais j'ai appris que le cœur est assez grand pour aimer deux fois, de manière différente, mais tout aussi vraie. J'espère que tu es en paix. J'espère que tu es heureuse pour nous. » Une étoile filante traversa le ciel à ce moment-là, et Raphaël sourit. C'était peut-être une coïncidence, peut-être pas. Mais il choisit de croire que c'était Marianne, lui envoyant son amour et son approbation. Dans le lit, Grâce l'attendait, et il se coucha à ses côtés, l'enlaçant. Et ils s'endormirent ensemble, deux cœurs guéris par l'amour, deux âmes qui avaient trouvé la lumière après la plus profonde des ténèbres. Une famille construite sur des pertes transformées en leçons, une douleur transformée en compassion, et une foi inébranlable que, même dans les situations les plus désespérées, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et ainsi, dans l'hôtel particulier de Neuilly, qui avait été un tombeau et était devenu un foyer, la vie suivait son cours, pleine de rires, de prières, d'étreintes, d'amour. La vraie richesse, après tout, ne s'était jamais mesurée en argent. Elle se mesurait à chaque sourire des enfants, à chaque repas partagé, à chaque nuit dormie en paix. Elle se mesurait dans la capacité de se relever après la chute, d'aimer après la perte, de vivre après la mort. Et celle-là, c'était la plus grande fortune de toutes.